un manoir de verre et de pierre épouse la côte de Kauai, où 4 modules interconnectés donnent sur le Pacifique. La propriété s'étend sur plus de 3250 mètres carrés en bord de mer, dont 750 mètres carrés couverts, ses murs s'ouvrant pour laisser la brise marine et les embruns parcourir les couloirs impeccables. Le prix était de 20,5 millions de dollars et pour Carlos Santana, ce n'était que le dernier d'une longue série de résidences de villégiature. Avant le sanctuaire de verre à 20 millions de dollars, Santana avait déjà acheté des résidences de villégiature à Kauai. En 2019, il a dépensé 2,7 millions de dollars pour une propriété à Anaola appelée Noona Ke Moe Uane, souvenir que vous chérirez, avec son propre cottage pour invités et un jacuzzi. Plus tard, il a mis en vente l'une de ses cachettes insulaires pour près de 13 millions de dollars, revendant des refuges comme il enchaînait autrefois les solos. De retour sur le continent en 2021, il a vendu son domaine de Tiburon pour 5,53 millions de dollars. La maison de 343 mètres carrés avec son dôme conçu pour l'acoustique et sa vue imprenable sur le Golden Gate représentait un autre chapitre dans son habitude de changer de maison comme des chapitres dans un recueil de chansons. Il a aussi conservé un pied-à-terre à Las Vegas, où l'une de ses propriétés était estimée à 2,8 millions de dollars. Difficile de ne pas voir l'écart entre ces vastes sanctuaires et le garçon de Tijuana qui cirait des chaussures, vendait du chewing-gum et travaillait dans les boîtes de nuit jusqu'à l'aube pour aider sa famille. À cette époque, le seul toit qu'il connaissait était celui que son père, un violoniste mariachi qui peinait à gagner sa vie, pouvait se permettre. Les hectares en bord de mer et les sanctuaires de verre sont arrivés plus tard, après 50 ans de musique ayant transformé le rock américain. Pourtant, même les maisons les plus opulentes ne révèlent qu'une partie de l'histoire. Le véritable sanctuaire a toujours été l'instrument. La guitare qui l'a rendue célèbre n'a pas été achetée aux enchères ni faite sur mesure et recouverte de feuilles d'or. C'était une Gibson SG spéciale rouge cerise de 1961, une guitare de travail qu'il a portée en bandoulière à Woodstock en 1969. Ce jour-là, la foule atteignit un demi-million de personnes, la chaleur estivale montant en vagues du chant. Santana lui-même a admis qu'il avait joué sous l'influence du LSD. Plus tard, il a dit avoir baissé les yeux et vu le manche de la guitare se tordre comme un serpent. D'une manière ou d'une autre, le son qui en est sorti était transcendant. 45 minutes de rock primal imprégné de rythmes latins qui ont transformé un groupe relativement inconnu en l'une des voix emblématiques du festival. Des décennies plus tard, Hendrix lui témoignera son respect en disant « J'aime ton choix de notes ». L'ironie, c'est que Santana a ensuite minimisé l'importance des psychédéliques, affirmant que l'on pouvait planer grâce à ce que l'on a en soi, même si le LSD avait façonné la performance même qui l'a rendu immortel. Mais la Gibson rouge n'était que le début. En 1976, dans les coulisses d'un concert, Paul Reed Smith lui a remis une guitare faite à la main. Santana l'a tant aimée qu'il en a voulu une aussi. En moins de 30 jours, Smith a livré une pièce sur mesure. 24 frettes, un symbole AM incrusté, des mini-interrupteurs à bascule et un seul bouton de volume. À partir de là, la relation a évolué en une gamme de modèles PRS Santana, lancée pour la première fois dans les années 1990, qui a porté son nom auprès des musiciens du monde entier. Aujourd'hui, sa PRS Goldtop, Santana 2, équipée de mécanique à blocage et d'un vibrato personnalisé, est son arme de prédilection pour les tournées. Il est difficile de concilier ces machines parfaitement réglées avec le violon usé que son père l'a forcé à prendre en main à l'âge de 5 ans. Pour un garçon qui ne voulait que jouer de la guitare, le violon était une cage. Aujourd'hui, les guitares qu'il rêvait autrefois tiennent dans ses mains et ont bâti un empire commercial. Pourtant, les instruments ne sont pas de simples possessions. Ce sont des vecteurs, et dans le cas de Santana, ils étaient souvent des vecteurs à la fois de transcendance et de chaos. L'exemple le plus marquant reste Woodstock. Imaginez le son. Les guitares hurlant sur les congas et timbales, des rythmes étrangers au rock mais qui le redéfinissaient en... Chaque note était pliée et étirée, parfois juste un peu fausse, puis soudainement ramenée dans une parfaite justesse. Le groupe a martelé Soul Sacrifice et la foule a explosé. Le rugissement de centaines de milliers de personnes couvrait la scène, noyant même les erreurs. Pour Santana, c'était comme si le temps s'était dissous. La musique pénètre directement dans votre subconscient, dirait-il plus tard, et le temps disparaît. C'était le rythme de l'émerveillement. Un demi-million de personnes unies, non pas par une idéologie, mais par le son, l'espace entre les notes formant une sorte de liturgie spirituelle. Peu de musiciens maîtrisent un tel moment. Encore moins y parviennent alors qu'ils hallucinent.
mais ce qui tient de l'extase sur scène peut devenir un tourment une fois hors de scène. Au début des années 1970, porté par le succès, Santana a poussé son label Columbia à sortir Caravansérail, un album aux accents jazz qui s'éloignait des tubes radiophoniques. Clive Davis a qualifié cela de suicide professionnel. Santana a insisté. Le disque est sorti, admiré par la critique, mais les ventes ont chuté. C'était un premier rappel que même pour les stars, la perception change. La perception du public a de nouveau changé en 1998 lorsque le groupe Santana a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. En 2015, Rolling Stone l'a classé au 20e rang des plus grands guitaristes de tous les temps. Pour un homme à qui l'on avait dit au lycée qu'il n'était pas digne, ces distinctions ont dû avoir un effet mitigé. Un baume sur l'ancienne blessure, mais aussi un rappel de la profondeur de celle-ci. Le public voyait les honneurs, mais en coulisses, l'histoire personnelle était bien plus chaotique. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2000, Santana a déclaré qu'il serait probablement un vagabond sans sa femme Deborah, qu'il décrivait comme son ancre spirituelle et financière. 7 ans plus tard, elle a demandé le divorce après 34 ans de mariage, invoquant des différends irréconciliables. Pour un homme qui pensait que sa femme l'équilibrait, cette rupture fut dévastatrice. L'ironie est mordante. Alors que le monde l'acclamait comme une légende, sa vie privée s'effondrait. Et l'argent ? L'argent affluait et se retirait comme les marées contre les rochers de Kauai. Il a vendu l'un de ses domaines hawaïens pour 11,9 millions de dollars. Il a vendu une autre propriété à Tiburon après l'avoir possédée pendant des années. Il a gardé une présence à Las Vegas, où l'une de ses maisons était estimée à 2,8 millions de dollars. Chaque transaction renforçait un empire bâti de briques, de mortiers, de cordes et de bois. Et puis, il y avait les guitares. Son partenariat avec PRS est devenu l'une des gammes signatures les plus vendues de l'industrie, permettant à de nombreux musiciens d'accéder à son son sans pouvoir s'offrir un domaine à Hawaï. En même temps, il a investi de l'argent dans la fondation Milagro, dédiée à l'éducation, aux soins de santé et aux arts en Amérique latine. Pour un homme ayant connu la pauvreté, la philanthropie était à la fois un acte de gratitude et une façon de redistribuer l'abondance qu'il évoquait souvent. Les contrastes sont évidents. Adolescent à Tijuana, Santana travaillait dans des clubs jusqu'à 6 heures du matin, rassemblant de la petite monnaie. Maintenant, il négociait des propriétés valant des dizaines de millions. Malgré cette abondance, le prix restait élevé. Ce sont les blessures que le public ne voit jamais. Sur scène, le son s'élève, transcendant. En dehors de la scène, le silence peut être insupportable. Pourtant, dans ce silence, il a trouvé comment survivre. En 2010, il s'était remarié. Cindy Blackman, batteuse hors pair célèbre pour son travail avec Lenny Kravitz, est devenue sa compagne après une demande en mariage sur scène à Tinley Park, Illinois. Ils se sont mariés en décembre de cette année-là. Pour Santana, c'était à la fois un renouveau romantique et professionnel, 2 musiciens unissant leur vie et leur rythme. Pourtant, des ombres subsistaient de son passé, des ombres qu'aucune alliance ne pouvait effacer. Il disait souvent aux journalistes que le pardon était la seule voie possible. Selon lui, l'homme qu'il avait maltraité dans son enfance n'avait plus de pouvoir sur lui après son pardon. Mais le pardon n'efface pas tout. Derrière les murs du manoir et les lumières du stade, il y avait des cicatrices qui refusèrent de se taire. Dans des entretiens après son divorce, Santana a évoqué à plusieurs reprises ses luttes contre des pensées suicidaires et une obscurité qui l'a presque consumé. Pour quelqu'un qui avait autrefois fait rugir Woodstock, le silence pouvait être dangereux. Mais dès qu'il montait sur scène, le silence se brisait. Ce qui a marqué ces dernières années ne venait pas d'un seul festival, mais d'une renaissance de carrière sortie de nulle part. En 1999, l'album Supernatural a explosé, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 9 Grammy Awards remportés en une seule soirée. Le single Smooth avec Rob Thomas a dominé les classements. Santana, à 52 ans, est devenu non seulement un vétéran respecté, mais aussi l'artiste le plus couronné de succès de cette année-là. On aurait dit que le monde l'avait ignoré 20 ans avant de soudain se rappeler de lui. La victoire était grande, mais les blessures aussi. Il avait déjà supporté que Columbia Records juge ses expériences comme un suicide professionnel et passé des années sans qu'aucun label ne veuille parier sur lui. Maintenant, avec Supernatural, le pendule est revenu violemment dans l'autre sens. Un tel succès laisse toujours des zones d'ombre. Les avis divergeaient, pour certains c'était une renaissance, pour d'autres, il courait après les tendances. Les 2 opinions sont restées, et Santana, à qui on avait autrefois dit au lycée qu'il n'était pas digne, s'est retrouvé à la fois salué comme un prophète et accusé de s'être vendu.
Mais la richesse a sa propre gravité. Le succès de l'album, combiné à ses transactions immobilières, a fait de lui l'un des guitaristes les plus prospères commercialement de son époque. Après avoir vendu son domaine de Tiburon et ses retraites hawaïennes pour encore plus cher, et possédant des villas à Las Vegas, il pouvait vivre où et comme il voulait. Et pourtant, il a toujours choisi des refuges tournés vers le ciel ouvert, l'air de l'océan et des lieux de méditation. L'une de ses maisons, au nord de San Francisco, avait une cheminée devant laquelle il méditait. Le garçon qui, autrefois, survivait dans les boîtes de nuit de Tijuana, construisait désormais des refuges pour apaiser son esprit. Ses déclarations publiques révélèrent souvent la philosophie de ses choix. Il disait que l'univers conspire pour apporter l'abondance pendant votre sommeil. Il affirmait qu'on pouvait planer grâce à nos propres ressources, rejetant l'usage de drogue, bien que le LSD ait influencé sa performance la plus célèbre. Il affirmait en interview que le cannabis faisait partie de sa vie depuis l'enfance. Pour certains, ses propos le rendaient excentrique. Pour d'autres, il était un mystique dans un monde obsédé par la richesse. L'oscillation entre la richesse et la blessure, les applaudissements et le rejet, continuaient de le définir. En 2015, Rolling Stone l'avait classé 20e parmi les plus grands guitaristes, consolidant ainsi son héritage dans le panthéon du rock. Loin des dirigeants de maisons de disques ayant jadis qualifié sa carrière musicale de suicide. C'était un retournement remarquable pour quelqu'un qui avait été rejeté au lycée comme indigne, preuve que ce que les critiques rejettent à une époque peut devenir une légende intouchable à la suivante. Même ses possessions reflétant ses contradictions. Ses bottes en peau de serpent lilas, achetées au fils d'un commerçant de West Hollywood après avoir insisté pour acheter un article qui n'était même pas à vendre, en disent autant sur lui que ses propriétés de plusieurs millions de dollars. Elles étaient peu pratiques, flamboyantes et profondément personnelles. Un homme qui pouvait se permettre tous les luxes a quand même choisi des bottes qui n'étaient jamais censées être les siennes. Les possessions les plus précieuses n'étaient jamais matérielles, mais des héritages. À travers la Malagro Foundation, il a dirigé des millions vers des écoles, des cliniques et des programmes artistiques dans des dizaines d'États et de pays. L'ampleur de sa générosité reflétait celle de ses possessions, extravagantes mais ancrées dans le souvenir du peu qu'il avait autrefois. Un héritage à un prix. Pour Santana, le prix à payer fut élevé. La tuberculose qui a failli le tuer en 1967. Les abus qui ont marqué son enfance, le divorce qui l'a mené au bord du gouffre, les années de rejet par les maisons de disques qui l'ont laissé errant sans scène. Pourtant, chaque blessure est devenue une note dans la grande composition. Cette composition résonne encore. 10 Grammy Awards, 3 Latin Grammy Awards. Le son des congas et des timbales mêlés à la guitare électrique, créant un style qui a survécu aux critiques et aux modes. Des leçons de violon mariachi imposées par son père à un son de guitare devenu instantanément reconnaissable à travers les continents, le parcours est impossible à ignorer. Le garçon qui travaillait dans des clubs jusqu'à 6 heures du matin pour peu d'argent possède maintenant des sanctuaires valant des dizaines de millions. L'homme qui hallucinait en voyant une guitare se transformer en serpent médite maintenant avec son groupe avant les concerts. Autrefois considéré comme un suicide professionnel, l'artiste est devenu une figure clé du rock. Les vents et blessures ont tissé un héritage à la fois éclatant et tragique, lumineux et marqué de cicatrices. Et à la fin, c'est le son qui survit. Les manoirs se vendent, les mariages se brisent, les critiques ricanent. Mais le son de la guitare de Carlos Santana, à moitié prière, à moitié feu, transperce toujours directement le subconscient. Le temps disparaît, et dans cette disparition réside le seul véritable empire dont il ait jamais eu besoin.